Le silence de Nathalie Baye a toujours fasciné. À 77 ans, l'actrice, symbole d'élégance et de discrétion, a décidé de rompre ce mutisme soigneusement entretenu pendant plus de 40 ans. Ce n'est ni un geste de nostalgie ni une opération médiatique, mais un besoin vital de vérité. Elle parle enfin de Johnny Hallyday, de cet homme qu'elle a aimé avec une intensité presque dévorante, de ce père qu'il fut pour leur fille Laura, et de l'empreinte qu'il a laissée sur sa vie. Longtemps, Nathalie a préféré le silence au vacarme des plateaux télévisés. Mais le temps a passé, et le regard qu'elle porte aujourd'hui sur cette histoire est empreint de douceur et de lucidité. Je l'ai aimée jusqu'au bout, confie-t-elle, sans artifice, avec cette voix calme qui cache une émotion profonde. Ce simple aveu, prononcé sans pathos, résume une vie d'amour, de blessures et de résilience. Car derrière le mythe du rocker invincible, il y avait un homme fragile, en quête de reconnaissance et de stabilité. Et derrière la comédienne au visage de marbre, il y avait une femme blessée par la lumière excessive d'un amour impossible. Cette confession tardive bouleverse le public, car elle ne parle pas seulement d'un couple mythique, mais aussi d'une époque, d'une génération qui a vu Johnny devenir une légende nationale. Leurs routes se sont croisées à un moment précis, où le cinéma et la musique s'entremêlaient dans une effervescence artistique propre aux années 80. Nathalie, déjà respectée dans le 7e art, n'avait rien à prouver. Johnny, lui, cherchait à être aimé autrement que par des foules hurlantes. Ensemble, ils ont formé un duo inattendu, uni par une tendresse que ni le temps ni la mort n'ont pu effacer. Ce que Nathalie révèle aujourd'hui, c'est moins une histoire d'amour que l'histoire d'une transformation. Celle d'une femme qui a compris que parfois aimer signifie aussi savoir partir, se taire, attendre, puis des années plus tard pardonner. Tout commence en 1982 dans un studio de télévision où l'atmosphère est à la fois électrique et désorganisée. Nathalie Baye, déjà couronnée par un César, s'apprête à tourner un sketch pour une émission populaire. Professionnelle, ponctuelle, concentrée, elle se présente à l'heure, mais celui avec qui elle doit partager la scène, Johnny Hallyday, brille par son absence. 1 heure passe, puis 2, la colère monte. Comment ose-t-il? Il, pour elle, cette désinvolture est une forme de mépris. Lorsqu'un assistant se présente enfin pour répéter à la place du chanteur, Nathalie quitte presque les lieux, outrée. Mais quand Johnny finit par arriver, tout vacille. Ce n'est plus le chanteur arrogant que la presse dépeint. Il a ce regard à la fois fier et désarmé, un charme désordonné qui déstabilise. En un instant, l'agacement cède la place à une curiosité étrange. Elle sent qu'il y a derrière ce comportement un homme perdu, un adolescent, resté coincé quelque part entre le succès et la solitude. Le lendemain, une limousine l'attend devant chez elle, un geste inattendu, presque théâtral. Johnny veut s'excuser, mais surtout, il veut la revoir. C'est là que naît la première étincelle. Une rencontre entre deux êtres que tout oppose, elle la rigueur et l'intelligence tranquille, lui le feu et la démesure. L'une vient du cinéma d'auteur, l'autre des stades déchaînés. Pourtant, dès leurs premiers échanges, une complicité s'installe. Johnny, derrière ses lunettes noires, parle avec une sincérité désarmante. Il évoque son enfance, sa peur du vide, son besoin d'amour. Nathalie écoute, attentive, troublée. Ce n'est pas le monstre sacré qu'elle imaginait, mais un homme qui cherche désespérément à être compris. Leur relation ne commence pas par un coup de foudre, mais par une lente révélation. Elle découvre un être contradictoire, insaisissable, et cela la fascine. Ce contraste entre l'icône et l'humain devient la toile de fond d'une histoire que ni l'un ni l'autre n'avait prévue. Ce jour-là, dans ce studio télévisé banal, se scelle un destin que la France entière finira par contempler sans jamais en saisir toute la vérité. Loin des caméras et des micros, Nathalie découvre un Johnny totalement différent de la légende qu'on acclame dans les stades. Chez lui, dans l'intimité d'un appartement parisien baigné d'une lumière douce, il n'y a ni cri ni projecteur. Seulement un homme simple, un peu mélancolique, passionné de cinéma et curieux de tout. Il aime regarder des films, discuter jusqu'à tard dans la nuit de littérature ou de politique, s'ouvrir sur des sujets que personne n'imaginait l'intéresser. Nathalie, qui s'attendait à côtoyer une bête de scène,
rencontre au contraire un être d'une sensibilité presque enfantine. Il doute sans cesse. Il se remet en question, cherche à plaire, à rassurer, à se rassurer. Derrière les tatouages et la voix rocailleuse se cache une peur immense, celle de ne pas être aimé pour ce qu'il est vraiment. Nathalie devient alors son ancre, son repère, dans un monde où tout va trop vite. Elle lui offre ce que peu avait su lui donner, de la stabilité, de l'écoute, une forme d'amour qui n'a rien à voir avec l'adoration du public. Leur complicité grandit dans cette dualité, sur scène, Johnny lectrice des foules entières, à la maison il recherche le silence, la tendresse, la normalité. Il cuisine parfois, rit souvent, et surprend Nathalie par sa douceur inattendue. Mais cette paix fragile reste menacée par la nature même de leur existence. Johnny vit pour la scène, pour cette adrénaline qu'aucune relation ne peut égaler. Il a besoin de ce chaos, tandis que Nathalie aspire à la sérénité, à la continuité. Pourtant, à cette époque, elle l'aime d'une manière absolue. Elle comprend qu'il ne sera jamais vraiment elle pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il ne peut pas. Il est fait de feu, et elle de terre. Ce paradoxe les lie autant qu'il les sépare. Dans leurs moments les plus tendres, elle voit briller dans ses yeux un homme fatigué de jouer un rôle. Et dans son sourire, elle croit lire la promesse muette d'un amour qu'aucune tempête n'effacera jamais. Le 15 novembre 1983, à l'hôpital américain de Neuilly, une petite fille vient bouleverser la vie de deux êtres que tout semblait condamner à l'instabilité. Laura. Ce prénom résonne comme un apaisement, une promesse de recommencement. Johnny, le rebelle indomptable, devient père une seconde fois et c'est une révélation. Il la tient dans ses bras, tremblant comme s'il craignait de la casser. Nathalie, épuisée mais sereine, observe cet homme qu'elle aime devenir un autre plus doux, plus attentif, presque timide. La naissance de Laura unit profondément le couple. Johnny s'émerveille de chaque sourire, de chaque geste. Il passe des heures à la regarder dormir, à imaginer son avenir, à lui parler de musique, de rêve, d'amour. Ses amis le disent transformé. Il veut être un père présent, un mari meilleur. Pour immortaliser ce bonheur, Jean-Jacques Goldman lui écrit Laura, une chanson bouleversante qui devient l'une des plus belles déclarations d'amour de sa carrière. Nathalie y entend les mots qu'il n'a jamais su lui dire directement, mais cette parenthèse lumineuse se fissure rapidement. Les tournées de Johnny reprennent, interminables, épuisantes. Les plateaux de cinéma appellent Nathalie dans toute l'Europe. Leurs vies deviennent des itinéraires parallèles, séparés par la gloire. Ils s'aiment encore, intensément, mais ils ne se croisent plus. Dans leur appartement, les valises ne se défont jamais complètement. Elles tournent, ils chantent, ils s'écrivent, s'appellent, se manquent sans parvenir à se retrouver vraiment. 1986 marque la fin d'une époque. Après 4 années d'amour et de lutte contre le temps, ils se séparent sans éclat, sans haine. Ce n'était pas le manque d'amour, c'était la vie, confiera plus tard Nathalie. Johnny, fidèle à son instinct, avoue à un proche « J'aime toujours Nathalie, mais je ne peux pas vivre avec une femme. » Ces mots résument tout. Elle comprend qu'il appartient à la route aux nuits blanches, à la scène qui réclame son âme chaque soir. Elle, en revanche, choisit le calme, la maternité, la continuité. Pourtant, même séparés, un fil invisible les relie. Car l'amour véritable, celui qui a traversé les excès, ne disparaît jamais vraiment. Il se transforme, se dépose dans les gestes du quotidien, dans les yeux d'une enfant, dans la mémoire d'une chanson. Les années passent, mais l'ombre de Johnny ne quitte jamais vraiment la vie de Nathalie. Après leur séparation, quelque chose d'inattendu se produit. Johnny loue un appartement à 200 mètres du sien. Il veut rester proche, pour Laura bien sûr, mais aussi sans l'avouer pour elle. Ils dînent ensemble régulièrement, parlent de leur fille, se remémorent des souvenirs. Entre eux, il n'y a plus de couple, mais il reste une affection profonde, faite de tendresse, de respect et d'une mélancolie partagée. Quand Johnny lui annonce, des années plus tard, qu'il est atteint d'un cancer, Nathalie comprend immédiatement que le compte à rebours a commencé. Ils se voient une dernière fois 4 jours avant que la nouvelle ne devienne publique. Ce soir-là, il n'est plus la star flamboyante, mais un homme apaisé, grave, presque fragile. Il lui parle de ses regrets, de ce qu'il aurait voulu réparer, de Laura surtout. Elle écoute, sans oser pleurer. Elle sait qu'elle assiste à une forme d'adieu. Après sa mort, les projecteurs se braquent sur Laetitia, sa veuve, et sur les querelles d'héritage.
Nathalie, fidèle à elle-même, refuse le tumulte médiatique. Elle garde le silence, se tient à l'écart du bruit, choisit la dignité plutôt que le scandale. Pourtant, lorsque Laura est attaquée, critiquée, soupçonnée d'avidité, la mère sort de son silence. Dans une lettre publiée dans Le Figaro, elle écrit « Ma fille ne cherche pas l'argent, elle cherche la reconnaissance. Elle veut seulement que son père, même disparu, lui dise qu'elle compte. » Ces mots bouleversent la France. Derrière la froideur juridique du testament, Nathalie redonne un visage humain à la tragédie. Johnny avait tout légué à Laetitia et à leurs filles Jade et Joy, laissant David et Laura dans l'ombre. Le choc est immense. 3 années de procédures, de titres de presse, de blessures publiques s'ensuivent. Finalement, un accord est trouvé. Laura et David reçoivent une part symbolique, mais l'essentiel n'est plus là. Car ce que Nathalie retient de ces années, ce n'est pas la bataille, c'est la force du lien. Johnny a quitté la scène, mais il a laissé 2 enfants unis par le même amour, la même musique, la même peine. David veille sur Laura, comme un frère protecteur. Nathalie, émue, le dit souvent, leur complicité, c'est la plus belle part de Johnny. Quand elle parle de lui aujourd'hui, sa voix tremble encore. « Je l'ai aimé jusqu'au bout », confie-t-elle, les yeux embués. Et dans cette phrase, tout est dit. L'amour, le deuil, la fidélité silencieuse d'une femme qui n'a jamais cessé de croire qu'on peut aimer sans posséder et perdre sans cesser d'aimer. Le jour du verdict, la France entière retint son souffle. Dans les couloirs glacés du tribunal, la presse s'entassait, prête à dévorer chaque geste, chaque larme, chaque silence. Ce qui se jouait là n'était plus seulement un procès pour des coups, des menaces, ou une emprise, c'était la mise à nu d'un monde où l'amour, quand il déraille, devient un crime maquillé en passion. Il était assis, la tête basse, jouant de cette fragilité qu'il savait si bien exhiber. Elle, absente mais omniprésente, flottait dans les esprits comme une ombre blessée. Les témoignages se succédaient. Des amis, des proches, des témoins de leur déchéance. Tous parlaient du même enfer, de cette spirale infernale où la tendresse avait cédé la place à la peur, à l'humiliation, à la violence sourde. Quand le juge prononça la sentence, ce ne fut ni un cri, ni un soulagement, simplement un silence lourd, presque religieux. Il écopa de plusieurs années de prison. Mais dans le regard de ceux qui l'avaient aimé ou admiré, il n'y avait ni colère ni triomphe, seulement une immense fatigue. Celle d'avoir vu tomber un homme qu'ils croyaient grand et d'avoir perdu, dans cette chute, une part de leur propre foi dans la beauté. Les médias, eux, se repaissaient du scandale. Les journaux titraient sur « le monstre ». Les plateaux télé décortiquaient les moindres détails, les moindres contradictions. La société, avide de justice spectaculaire, oubliait parfois la douleur réelle derrière le drame. On commentait, on jugeait, on analysait sans voir qu'au fond il ne restait que 2 ruines, une femme détruite, un homme brisé. En prison, il écrivit des lettres qu'on disait magnifiques, pleines de repentir et de poésie. Certains y virent la rédemption d'un artiste tourmenté, d'autres n'y lurent qu'un dernier acte de manipulation, l'art de séduire jusque dans la faute. Pendant ce temps, elle essayait de se reconstruire. Lentement, loin des caméras, loin du bruit. Elle ne cherchait plus à se défendre ni à convaincre. Elle voulait simplement se taire, respirer, survivre. Et pourtant, malgré la distance, malgré les murs et les années, ils restaient liés par ce fil invisible que seule la douleur sait tisser. Ce fil qui fait qu'un jour, même sans se revoir, on continue à exister dans la vie de l'autre. Quand il sortit, vieilli, épuisé, presque effacé, la France avait changé. Le cinéma aussi, on ne parlait plus de lui qu'avec gêne. Certains disaient qu'il fallait séparer l'homme de l'artiste, d'autres répliquaient qu'on ne sépare pas la main qui crée de celle qui frappe. Et dans ce débat sans fin, le souvenir de leur amour, de leur tragédie, resta suspendu, comme une leçon amère. Une leçon sur les limites de la passion, sur l'orgueil des hommes et sur le prix que les femmes paient quand elles aiment trop fort. Le temps, ce grand lessiveur d'âme, a fini par emporter le scandale. Mais il n'a pas effacé la trace. Au contraire, il l'a gravée, fine et indélébile, dans la mémoire collective. Chaque fois qu'un de leurs films repasse à la télévision, chaque fois qu'un critique prononce leur nom, c'est comme si une douleur ancienne se rouvrait doucement, sans fracas, mais avec cette mélancolie particulière qui appartient aux histoires trop humaines. Elle, on la revoit dans ses rôles, lumineuse et fragile, comme si elle cherchait déjà, à travers ses personnages, à dire l'indicible, la peur, la dépendance, la honte,
Lui, on redécouvre ses mots, sa voix, sa sensibilité, et l'on se demande encore comment un tel talent a pu cohabiter avec une telle noirceur. Ce paradoxe, cette fracture, c'est peut être ce qui fait d'eux deux figures inoubliables, pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils incarnent. La face cachée du génie, le gouffre sous la gloire. Avec les années, les jeunes générations ont tenté de comprendre sans juger, d'écouter sans idolâtrer. Dans les écoles de cinéma, on projette encore leurs œuvres, mais on les entoure désormais de discussions, de réflexions, de mots qu'on ne prononçait pas à l'époque. Violence psychologique, emprise, responsabilité. Leurs noms sont devenus un avertissement, un miroir tendu à une industrie qui trop souvent ferme les yeux sur ses propres démons. Et pourtant, au-delà du drame, il reste la beauté, celle de leur art, celle de leur regard croisé sur l'écran, celle, tragique, d'un amour qui n'a pas su se sauver. Peut être que c'est cela, leur véritable héritage, nous rappeler que le génie, sans la bonté, finit toujours par se détruire lui-même.